L'opinion courante actuelle est que la Bible n'a pas pu réellement être rédigée avant 700 avant Jésus-Christ, voire même pour certains, pas avant l'époque perse ou même grecque au IVe siècle avant notre ère. Ce qui revient à dire concrètement que les récits concernant les juges, Samuel, David, Salomon au XIe et Xe siècle avant Jésus, tout comme les psaumes et bien d'autres, ne seraient que des inventions tardives juste destinées à donner au peuple d'Israël un récit national. Quant à Moïse, qui est censé avoir vécu 5 siècles plus tôt, il n'aurait jamais pu écrire la Genèse ou l'Exode, d'autant qu'à son époque, les deux grandes puissances, l'Égypte au sud, écrivaient en hiéroglyphes, et les peuples occupant la Mésopotamie au nord écrivaient en cunéiforme. Et vu qu'on n'a jamais trouvé la moindre trace de texte biblique dans aucune de ces deux écritures, évidemment, cette affirmation est en opposition frontale avec le 5e livre de Moïse, qui dit textuellement « Quand Moïse eut fini d'écrire entièrement les paroles de cette loi dans un livre, il donna cet ordre aux Lévites qui portent l'arche de l'alliance du Seigneur, prenez ce livre de la loi et mettez-le auprès de l'arche de l'alliance du Seigneur, votre Dieu. » Pour les opposants à la Bible, l'idée sous-jacente, reprise en boucle dans tous les documentaires TV, c'est qu'il n'y a jamais eu ni patriarche, ni exode hors d'Égypte, ni miracle, ni conquête de Canaan, ni royaume d'Israël, mais juste des tribus existant déjà sur place et qui se seraient progressivement sédentarisées en Canaan. Et pour ces spécialistes qui refusent l'existence de Dieu et toute idée de miracle ou d'inspiration, il n'existait pas de peuple suffisamment développé à l'époque présumée de David qui soit capable de produire des textes aussi longs et complexes. Quant aux écrits de Moïse, ces érudits considèrent qu'on est en pleine fiction et que ces récits ont été inventés en utilisant d'anciens mythes babyloniens. Avec l'apparition au XIXe siècle d'une nouvelle branche historique consacrée à l'étude du Proche-Orient ancien, l'historicité des récits bibliques a été soudain totalement remise en question. Désormais, ce sont les affirmations de ces nouveaux maîtres à penser qui allaient chercher à dicter notre compréhension du récit biblique. Alors, je vous propose d'examiner quelques documents archéologiques très peu médiatisés ou de façon biaisée. En août 1868, un missionnaire originaire de Strasbourg vivant en Israël et qui voyageait en Jordanie campait à une vingtaine de kilomètres à l'est de la mer Morte, dans les ruines de l'ancienne cité de Diban. Un Jordanien des environs l'informa de l'existence, tout près de là, d'une pierre recouverte de très anciennes inscriptions. Cette stèle de basalte, mesurant 1,13 m de haut et 70 cm de large, portait en fait un long texte de 34 lignes en langue moabite. L'année suivante, les gouvernements turcs, arabes et français se disputèrent et la pierre fut volontairement cassée en morceaux. Après discussion et transaction, les morceaux ont pu être rassemblés et la stèle reconstituée se trouve aujourd'hui au Louvre, à Paris. Cette découverte est tellement extraordinaire qu'elle a fait dire au célèbre Ernest Renan qu'elle était la découverte la plus importante qui ait jamais été faite dans le champ de l'épigraphie orientale. En effet, cette inscription, datée du IXe siècle avant Jésus, est la plus longue qui ait été découverte venant de cette lointaine époque, ce qui en fait un document archéologique exceptionnel. Pour les détails, je vous renvoie au site archeos.tv, mais en résumé, elle démontre de façon irréfutable plusieurs points très importants. 1. Elle détruit totalement l'affirmation d'Israël Finkelstein, célèbre opposant à l'historicité de la Bible, qui déclarait en 2013 qu'on n'avait aucune preuve d'écriture antérieure au 8e siècle avant Jésus-Christ. Or ici, on a une stèle complète, avec un long texte, qui est formellement daté d'un siècle avant. Cela prouve que l'écriture existait donc depuis très longtemps, puisqu'on est en présence d'un vrai récit, détaillé, qui montre donc une parfaite maîtrise de l'écriture. Qui plus est, inscrit sur une stèle, donc destinée à être lue, ce qui montre qu'au moins une partie du peuple de l'époque était capable de lire un tel texte. Deuxièmement, si on lit ce texte rédigé par le roi de Moab, peuple voisin et ennemi d'Israël, on se trouve tout à coup exactement dans le contexte historique du 2e livre des rois, qui décrit bien le conflit avec Moab, les révoltes, les batailles, etc. La langue utilisée, le moabite, est presque identique à l'hébreu, ce qui est bien normal, puisque Moab descendait de Lot, neveu d'Abraham. Troisième point, cette stèle confirme également l'existence d'Israël en tant que nation au IXe siècle avant Jésus-Christ. Quatrième point, elle atteste aussi précisément à la même époque l'existence du royaume de Moab, avec sa capitale, Diban,
exactement comme le montre la Bible. Cinquième point, elle confirme encore l'historicité d'Omri, qui a régné sur Israël seulement 46 ans après la fin du règne de Salomon. Sixième point, elle confirme la conquête par Israël de Moab, puis sa révolte. Septième point, elle cite textuellement plusieurs localités mentionnées dans la Bible, Diban, Nebo, Medeba, Horonaïm. Huitièmement, elle confirme que Kémosh était effectivement le dieu de Moab, comme mentionné dans 1 Roi 11.33. Neuvièmement, autre fait remarquable, elle cite également le nom de Yahvé, le Dieu d'Israël. Donc, sans même parler de toutes ces confirmations historiques, on ne peut plus nier la capacité des peuples de cette époque et de cette région de rédiger des récits historiques détaillés. Il faut accepter ce fait et le faire savoir, quelles que soient les fake news propagées par la télévision. Intéressant, n'est-ce pas? Et comme le fait remarquer le spécialiste français Mathieu Richel, il faut aussi ajouter les nombreux sceaux retrouvés et qui montrent à l'évidence qu'il existait à l'époque des centaines de documents écrits. Je vous renvoie à la 11e émission pour en voir quelques-uns. Alors maintenant, qu'en est-il de l'écriture? Et surtout de l'écriture alphabétique, à des époques encore plus reculées comme celle de Moïse, soit au XVe siècle avant Jésus-Christ. Vous avez certainement appris au collège, comme moi, que ce sont les Phéniciens qui ont inventé puis dispersé l'écriture alphabétique dans les pays de la Méditerranée. Hérodote lui-même a écrit que les Grecs empruntèrent les lettres aux Phéniciens. Il faut comprendre que l'adoption de l'écriture alphabétique a été un virage immense qui a impacté l'histoire de l'humanité. C'est de là que viennent les alphabets grecs, puis romains, qui est celui que nous utilisons tous les jours. Et vu qu'on peut situer l'apogée de l'influence phénicienne vers 1200 ou 1100 avant Jésus, on datait l'invention de l'alphabet de cette période. Mais aujourd'hui, plusieurs découvertes incroyables ont révolutionné ce qu'on pensait savoir. Pour revenir en arrière et situer le contexte, les chercheurs pensent que l'écriture a été inventée vers 3300 avant Jésus-Christ, ce qui a mis fin à ce qu'on appelle la préhistoire. Il s'avère que c'est en Mésopotamie, le berceau de l'humanité, que les Sumériens ont commencé à utiliser divers symboles pour noter des quantités, comme le nombre de jarres d'huile ou de chèvres. Puis, progressivement, on a ajouté des dessins, plus ou moins stylisés, représentant le roi, une divinité, un bœuf, une maison. Puis, avec une tête et la nourriture, on a représenté l'action de manger, ou encore la danse devant un dieu, ou un combat. Et comme ça ne suffisait pas, on a encore ajouté la représentation de certains sons, de syllabes, et même de signes muets destinés à donner des indications sur le sens. Et il en est sorti deux systèmes d'écriture plutôt compliqués, les hiéroglyphes en Égypte et le cunéiforme en Mésopotamie et aux environs. Et à l'époque de Moïse, ce sont effectivement ces deux systèmes d'écriture-là qui étaient utilisés. Nous sommes ici dans le désert du Sinaï, sur le site de Serabit el-Kadem, qui était, il y a 35 siècles, un important site égyptien d'exploitation de la turquoise. La turquoise, c'est cette pierre de teinte bleue, légèrement verdâtre, très prisée dans l'Antiquité. Et sur place, les occupants avaient construit un temple dédié à Baalat Hathor, la déesse Hathor, localement surnommée Dame de la turquoise. Et bien sûr, on y a retrouvé des stèles avec des inscriptions en hiéroglyphes. Mais le plus étonnant s'est produit en 1905 lorsque Flinders Petrie, le père de l'égyptologie, explorait ces ruines et qu'il y trouva des inscriptions, des graffitis qui utilisaient bien des hiéroglyphes, mais qui pourtant n'étaient pas de l'égyptien. C'était plutôt intriguant. Il remarqua qu'on retrouva toujours un nombre très réduit de hiéroglyphes, une vingtaine seulement. Petrie venait en fait de découvrir les traces de la première écriture alphabétique. Par exemple, sur ce sphinx trouvé sur place et daté entre moins 1700 et moins 1500 par Hamilton, l'égyptologue Alan Gardiner réussit à comprendre en 1916 que ce groupe de hiéroglyphes sur la partie gauche du sphinx était utilisé en fait pour transcrire des sons. Alors que l'inscription en égyptien sur l'épaule droite signifiait « Aimée d'Hathor, déesse de la turquoise », les hiéroglyphes mystérieux disaient la même chose, mais en utilisant un système acrophonique. Il déchiffra ainsi les 5 lettres LBALT qui se lit les Baalat et signifie « à la maîtresse », Baalat étant le féminin de Baal. Ce fut une découverte très importante pour montrer comment ça fonctionne. Vous voyez ce rectangle qui en hiéroglyphe représente une maison. Mais dans le nouveau système, il représente juste le son B. Ou encore ce signe en forme de vaguelette qui représente l'eau.
il va être utilisé ici pour transcrire le son « m ». C'est une invention fabuleuse dans la manière de transcrire une langue. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ces signes montrent que la langue transcrite n'était pas du tout de l'égyptien, bien qu'on soit en territoire égyptien, sur un site minier dirigé par l'Égypte. Mais les chercheurs ont fini par comprendre qu'il s'agissait d'une langue sémitique, donc de l'hébreu ou une langue très proche. Par exemple, ce rectangle qui représente une maison. Maison se dit « père » en égyptien, donc commence par le son « p ». Mais elle se dit « beit » en sémitique, qui correspond donc au son B utilisé dans cet alphabet. Ces sons représentés par des hiéroglyphes égyptiens sont donc en fait les sons d'une langue sémitique. Même chose pour l'eau représentée par ces vaguelettes en hiéroglyphe égyptien, ce qui en égyptien correspond au son ne, mais qui représente dans cet alphabet le son me, parce qu'en hébreu l'eau se dit maim. C'est d'ailleurs impressionnant de voir que ce caractère représentant le son M est parvenu jusqu'à nous presque sans changement. Le style a changé, mais le tracé initial est toujours là. Sur une stèle qui portait des hiéroglyphes du Moyen Empire égyptien, donc vers 2000 avant Jésus-Christ, Alan Gardiner, illustre égyptologue britannique, a pu décrypter un mot en écriture alphabétique, le mot « retienu », qui est précisément le nom donné au peuple de l'Est, correspondant donc au peuple de la région de Canaan et des environs. Une quinzaine d'autres inscriptions alphabétiques ont été retrouvées, mais elles sont évidemment très difficiles à traduire, vu l'usure du temps qui a fait disparaître certains caractères. De plus, seules les consonnes sont écrites, sans séparation entre les mots. Et les mots peuvent être écrits aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite ou de haut en bas. D'autres inscriptions rédigées dans ce tout premier alphabet ont été retrouvées au même endroit. William Albright, le fondateur de l'archéologie biblique, les a datées de entre moins 1550 et moins 1450, et Gardiner encore plus précisément vers moins 1500 avant Jésus-Christ. C'est vraiment extraordinaire parce que c'est précisément l'époque de Moïse. Époque où, d'après la Bible, le peuple d'Israël se trouvait en Égypte et travaillait pour Pharaon. Certains, comme Douglas Petrovich, ont affirmé que toutes ces inscriptions étaient de l'hébreu, ce qui est contesté par d'autres spécialistes, vu la difficulté de distinguer l'hébreu des autres langues sémitiques qui sont très proches. Mais quoi qu'il en soit, on peut clairement faire 4 affirmations. 1. Il existait réellement une écriture alphabétique à l'époque de Moïse, ce qui constitue déjà une vraie bombe archéologique. 2. Cette écriture s'est développée en Égypte, lieu où la Bible place précisément le peuple hébreu à cette époque. 3. Cette écriture alphabétique n'était pas de l'égyptien, mais une langue étrangère, et plus précisément une langue sémitique. Et 4. Cette écriture ne vient pas du tout de la région de Mésopotamie et n'a donc rien à voir avec Babylone. Ce qui est également remarquable, c'est que les Égyptiens eux-mêmes n'ont pas du tout adopté cette écriture alphabétique. Ils ont continué à utiliser leur système compliqué de hiéroglyphes jusqu'à l'époque romaine. Cette écriture alphabétique s'est développée sur leur territoire, mais pour transcrire une langue sémitique. Et puisque la Bible nous dit clairement que les Hébreux étaient très nombreux en Égypte à cette époque, le rapprochement n'est pas difficile à faire. Ici, on voit une autre inscription célèbre en écriture alphabétique qui a été retrouvée en 1993 en Haute-Égypte, à Wadi el-Hol, sur une paroi rocheuse. Elle a été datée du règne d'Amenemhat de la 12e dynastie, soit encore plus tôt, à une époque qui correspond à celle de Joseph. C'est fabuleux! À El Laoun, à moins de 100 km du Caire, une autre inscription en caractère alphabétique a également été datée du 19e siècle avant Jésus-Christ. Albright avait lui-même d'ailleurs déclaré qu'il faudrait peut-être remonter à la 12e dynastie pour les origines de l'écriture alphabétique. C'est exactement ce qu'on a trouvé. Comme dit la 12e dynastie, c'est le 19e siècle avant Jésus, époque de Jacob et de Joseph. Et sur le site de Serabit el-Kadem, certaines inscriptions alphabétiques ont été effectivement datées elles aussi de la 12e dynastie grâce à d'autres inscriptions en égyptien présentes au même endroit et mentionnant par exemple le nom d'un pharaon. Donc cet alphabet a commencé à exister plusieurs siècles avant Moïse, ce qui permet d'imaginer qu'à son époque, il était déjà stabilisé et bien développé. On retrouve par la suite des traces de cet alphabet sémitique en Canaan, et ce n'est finalement que quelques siècles plus tard que les Phéniciens vont l'adopter et le propager sur le pourtour de la Méditerranée.
Ce tableau montre de façon incroyable l'origine de quelques lettres que nous utilisons tous les jours. Et cet alphabet a été inventé par des Sémites vivant en Égypte à l'époque de Jacob jusqu'à Moïse. Ces deux séries de découvertes, la stèle de Mécha et ce proto-alphabet, sont en réalité de véritables bombes concernant les origines de la Bible. Avant de vous quitter, il me reste à vous rappeler que les sources et des informations complémentaires avec texte et photos de l'émission sont à votre disposition sur le site archeos.tv, sous chaque vidéo. Cette fois, j'arrête et je vous laisse à votre réflexion.